Le jour se lève, mais la capitale iranienne est toujours plongée dans l'obscurité. Les rayons peinent à percer l'épaisse couche de fumée qui recouvre la ville. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Israël a frappé un point vital du régime. Ses dépôts de pétrole. 4 réservoirs au total, situés à Téhéran et ses environs. Sur ce boulevard, situé à 2 km de la raffinerie Charan, une ligne de feu. La distribution d'essence a été suspendue et les autorités appellent la population à rester chez elle. D'importantes quantités d'hydrocarbures toxiques, de soufre et d'oxyde d'azote ont été libérées dans l'air. En cas de précipitation, la pluie serait extrêmement dangereuse et acide. Objectif de ces frappes, priver de carburant la machine militaire iranienne. Elle s'ajoute aux plus de 3000 menées jusqu'à présent par l'armée israélienne. Notamment contre les places fortes des gardiens de la révolution. Comme l'aéroport international Mehrabad de Téhéran, attaqué vendredi. Un hub central utilisé pour le transfert d'armes au soutien iranien dans la région, selon Israël, qui dit avoir détruit 16 avions. L'armée israélienne annonce aussi avoir démantelé la salle de situation de la défense aérienne des gardiens de la Révolution. Malgré des pertes massives dans ses rangs, la force d'élite du régime ne laisse filtrer aucun signe d'affaiblissement. Nos forces armées compétentes de la puissante République islamique sont, au minimum, pleinement prêtes, au même niveau d'activité, pour une guerre totale, extrêmement intense, d'une durée de 6 mois. Peu après cette déclaration, même on l'écoute. Je vous informe que nous poursuivrons avec toutes nos forces. En temps de guerre, on gagne par l'initiative et la ruse. Mais le premier élément de la réussite, c'est la détermination. Nous ferons, en tout état de cause, tout ce qui est nécessaire pour protéger nos communautés. Mère, nous ne sommes pas une proie facile. Une intervention dans un contexte encore très tendu pour les pays du Golfe. Le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis ont été visés ces dernières heures encore par des missiles balistiques et des drones. Ici, c'est le bâtiment de la sécurité sociale à Kuwait City qui est en proie aux flammes. Là, c'est l'aéroport de Dubaï, brièvement fermé après une interception de drones. Autour d'Abu Dhabi, 15 missiles et 119 drones ont été interceptés samedi. Le tout, quelques heures seulement après les excuses du président iranien sur la télévision d'État. Je dois présenter mes excuses en mon nom propre et au nom de l'Iran, aux pays voisins que nous avons attaqués. Le conseil de direction provisoire a décidé hier qu'aucune autre attaque ne serait menée contre les pays voisins et qu'aucun missile ne serait tiré, à moins qu'une attaque contre l'Iran ne soit lancée depuis ces pays. Mais dans les faits, selon cet expert, la voix du président iranien ne pèse pas lourd dans un pouvoir désormais à 3 têtes. Après la mise à mort du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, par les tirs israélo-américains, si vous voulez, c'est un triumvirat qui gère l'Iran, qui dirige l'Iran. Or, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il s'est excusé un peu, j'ai l'impression, pour mettre les autres membres devant le fait accompli. Mais il n'y parvient pas dans les faits, dans la réalité quotidienne, puisque, comme vous le voyez, les tirs de missiles sur les Émirats arabes unis continuent. Particulièrement exposés, les pays du Golfe voient leur stock de missiles intercepteurs se réduire de jour en jour. Émirats arabes unis et Qatar ont déjà réclamé aux États-Unis une aide supplémentaire pour se réapprovisionner face à la menace iranienne. Des images rares de l'intérieur de la banlieue sud de Beyrouth. Des rues pratiquement vides. Un quartier devenu ville fantôme après les ordres d'évacuation de l'armée israélienne. Ce matin, des responsables municipaux et les secours inspectent les décombres après des bombardements. Car la nuit dernière, Israël a de nouveau mené des frappes. L'une d'entre elles s'est même abattue hors de la zone d'évacuation émise par l'armée israélienne, dans le centre de Beyrouth. Cet hôtel a été touché. Voilà les dégâts. Ce matin, eux font leur bagage. Ils étaient justement venus se réfugier dans cet hôtel, car le quartier était supposé être sûr.
Nous étions au 13e étage et en pleine nuit, nous avons entendu un bruit très fort et on a compris que c'était un bombardement au 4e. Regardez, cette frappe, elle est très ciblée sur l'hôtel, mais des débris, des éclats ont été projetés un peu partout au sol, jusque derrière cette bâche où était réfugiée une famille. Un jeune homme de 16 ans a là aussi été blessé, nous raconte son père. Mes fils et moi, on dormait là, tout a volé à l'intérieur, les éclats sont rentrés comme ça. Mon fils a des éclats dans la main, la jambe et sur le flanc, il est à l'hôpital. 7e jour de guerre ici au Liban et des habitants qui ne savent plus où trouver refuge. On n'est plus en sécurité nulle part au Liban. Si même la capitale Beyrouth est bombardée, où est la sécurité après ça? On n'est plus en sécurité. Au cours de la nuit et ce matin, les frappes israéliennes ont fait plusieurs dizaines de morts au Liban. Bilan officiel depuis lundi, près de 400 tués et plus de 1000 blessés. Qui ont été développés aux États-Unis dans les années 60-70. Cette théorie des cercles concentriques, quand on ne peut pas attaquer directement ou décapiter directement le régime, on vise les infrastructures critiques, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis bien sûr, les premières missions, les premières frappes ont visé le leadership, la conduite militaire et stratégique iranienne. Est-ce qu'on a... Où aujourd'hui, on ne va plus attaquer les cercles les plus intérieurs, les cercles de commandement, de conduite, qui ont déjà été frappés pour la plupart, qui sont passablement désorganisés. On avait l'expérience de cette guerre des 12 jours où on s'est rendu compte qu'au bout du premier, du second, du troisième remplacement de certaines fonctions, on ne trouvait plus beaucoup de volontaires, ça prenait beaucoup de temps. Donc on est dans cette situation de paralysie de la conduite iranienne et puis on frappe des cibles comme ces réservoirs de carburant. Il faut rappeler deux éléments importants à ce sujet. Premièrement, l'Iran est un pays qui doit importer du pétrole raffiné, qui n'a pas une capacité de raffinement suffisante à l'intérieur de ses frontières. Et puis la deuxième chose, il faut rappeler que sans centrale nucléaire, eh bien, c'est essentiellement le pétrole qui est brûlé pour produire de l'électricité. Donc les agrégats qui, bien sûr, servent à alimenter en courant la population, mais aussi les radars, les systèmes de transmission de communication militaire. Alors les autorités... Oui, tant que les Américains s'en tiennent à des frappes aériennes, on peut imaginer que ce conflit peut se poursuivre sur des mois et des mois. Il en a les moyens. Il y a entre 4 et 6 000 militaires du corps des Marines qui sont déployés avec la flotte dans la région. Il y a ensuite des forces spéciales qui, bien sûr, peuvent intervenir très, très rapidement, mais en nombre limité, bien sûr. Et puis, vous avez troisièmement des annonces qui ont été faites ces dernières heures aux États-Unis sur l'annulation d'un certain nombre d'exercices des divisions de parachutistes ou des divisions aéroportées américaines. Et ça permet d'envisager que dans les 7 ou 14 prochains jours, on puisse déployer entre 10 et 20 000 militaires supplémentaires dans la région. Et que peuvent... La première mission, la première nécessité, c'est la protection de certains pays alliés, des différents pays européens. Et c'est dans cette perspective-là que la plupart des pays européens ont déployé des moyens, essentiellement pour contrer les attaques de missiles en provenance de l'Iran. Après le Venezuela et l'Iran, Cuba, c'est en tout cas ce qu'insinue Donald Trump. Dans ses récents discours, le président américain a multiplié les attaques contre l'île, où il prédit un grand changement prochainement. Depuis 50 ans, depuis que je suis tout petit, j'entends parler de Cuba. Mais l'île telle que nous la connaissons vit ses derniers moments. Elle connaîtra bientôt une nouvelle vie formidable. Un ton offensif également adopté par d'autres pays d'Amérique du Sud. Réunis ce samedi en Floride à l'occasion de la création d'une coalition visant à lutter contre les cartels sur le continent, les dirigeants du Honduras et de l'Équateur, proches de la Maison-Blanche, ont annoncé l'expulsion de plusieurs agents diplomatiques cubains et mis fin à leur coopération médicale avec la Havane, l'une des principales sources de revenus de l'île. Nous avons été la cible d'attaques de la part du syndicat médical et du gouvernement local. C'était particulièrement humiliant. Mais le peuple, les pauvres, les gens de la rue ont toujours été reconnaissants.
De son côté, la Havane dénonce des pressions inacceptables de Washington. Elle affirme également avoir intercepté il y a quelques jours des bateaux en provenance de Floride, avec à leur bord plusieurs exilés cubains vivant aux États-Unis, des centaines d'armes et des munitions. Celles-ci devaient servir à commettre des actes terroristes sur l'île. L'intention était d'infiltrer, de semer le désordre public, de commettre des actes de violence, d'attaquer des unités militaires, afin de provoquer des troubles sociaux. Cela a été dûment prouvé. Isolés, les Cubains subissent eux des coupures de courant quasi quotidiennes. La nourriture et les médicaments sont aussi de plus en plus rares. Face au risque d'une catastrophe humanitaire imminente, le Mexique a mis en place des livraisons régulières de biens de première nécessité vers l'île. Un petit soulagement pour la population. Le moindre petit quelque chose qu'on nous envoie nous aide, parce que ce n'est pas facile. Je suis retraitée et les choses sont chères. Je ne m'en sors pas. Des livraisons très incertaines en raison du blocus de plus en plus ferme imposé par les États-Unis à l'île. Le président américain multiplie également les attaques contre le Mexique, fidèle allié de Cuba, en l'accusant d'être l'épicentre de la violence des cartels.